On peut tout se dire jusqu'à 23h30 en direct avec mes invités Kevin Bossuet, Alexandra Avril, Alexis Bachelet et William T. Pour commencer ce soir, je voulais qu'on prenne la direction de Lille. Jugé en comparution immédiate, un homme qui avait menacé de faire sauter la gare Lille-Flandre est reparti libre. Pourquoi? À cause d'une erreur juridique. C'est à peine croyable. Anne Maquignon vous raconte avec Reda Embarki. Tout a commencé à la station de métro Oisem, à Lille, le 14 septembre dernier. Un homme inquiète les passagers du métro quand il hurle vouloir faire sauter la gare sur place. L'homme est alors arrêté mais réitère au commissariat. Il menace de le cramer. Après plusieurs semaines en détention provisoire, l'homme est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Mais surprise, il n'est ni jugé ni condamné. Alors que la procureure avait requis 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, le président a évoqué la nullité de procédure. En cause, une erreur juridique. Devant le juge des libertés, l'homme n'a pas été assisté d'un avocat. Certains magistrats regrettent un nombre trop important de règles à respecter pour qu'une procédure soit jugée valide. Les policiers et même les magistrats du parquet aussi sont submergés de ces règles et donc de ces vérifications systématiques. Toutes les 5 minutes, il faut bien vérifier qu'on a bien respecté en fonction de la situation du prévenu, puisqu'il y a une infinité de situations en plus. L'homme a donc été remis en liberté, mais le parquet peut désormais engager de nouvelles procédures pour un nouveau procès. Ça veut dire que la justice est asphyxiée, Alexis Bachelet, concrètement, ça se voit? La justice, elle est asphyxiée déjà par manque de moyens, parce que c'est quand même un secret de polichinelle qu'en France, le parent pauvre du régalien au niveau des moyens, c'est la justice. On dépense beaucoup moins par habitant que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Enfin, on est en queue de peloton. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis tout le monde le sait, on manque de magistrats, on manque de greffiers, on manque même de moyens. Parce que quand vous allez dans certains tribunaux, c'est l'indigence la plus totale. Les ordinateurs ne fonctionnent pas. Enfin bon. Voilà, donc ça, et après, effectivement, il y a l'autre asphyxie, c'est l'asphyxie procédurière, parce que il y a aussi parfois, et on le voit d'ailleurs, cet exemple-là, il est terrible, mais ça arrive quand même assez régulièrement que vous entendiez dans les médias qu'un tel a été arrêté, et puis finalement, on est obligé de le relâcher parce qu'on a oublié de signer le procès-verbal, parce qu'on a oublié, là, c'est la présence d'avocats. Alors c'est vrai que, ça paraît, dans certaines procédures, automatique, mais malgré tout, compte tenu aussi parfois de la pression qui s'exerce, parce qu'ils sont quand même aussi, ils ont quand même beaucoup d'affaires à traiter, etc. Parfois l'erreur elle arrive, et c'est vrai que dans certaines situations ça peut avoir des conséquences. C'est bien, parce qu'on parle de méfiance et de défiance en direction de la justice, on le voit dans les sondages et on voit lorsqu'on interroge les Français. William T, là on parle d'un homme qui voulait faire sauter la gare de Lille-Flandre, on ne parle pas d'un pickpocket. Le problème, c'est que l'état de droit, en fait, est dévoyé. Les garanties de l'état de droit sont dévoyées par les criminels et par les terroristes, en fait, qui utilisent les failles de notre état de droit pour en profiter sur les moindres faiblesses, pour pouvoir se subtiliser dedans, et même sur l'ensemble des questions d'état de droit. Il n'y a pas uniquement la question de la justice, il y a aussi les règles de l'administration, les différentes failles que nous avons. Parce que ce qu'on est en train de vivre sur la question de la justice, Alexis Bachelet l'a rappelé, effectivement, on a moins de moyens. La France dépense environ 70 € par habitant, alors que l'Allemagne en dépense 130. Mais ce n'est pas uniquement ça le problème. C'est qu'en fait, on est assommé par des règles internationales, dont les règles de CEDH, qui garantissent le droit au procès équitable. C'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on va en reparler tout à l'heure, parce que c'est le Conseil de l'Europe, dont fait partie la Convention européenne des droits de l'homme, qui a fait la promotion du hijab. Donc il y aura la question qui devra se poser sur est-ce qu'on sort ou pas de la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, pour revenir sur l'État français, mais ce que vous vivez sur la question de la justice, vous vivez dans l'ensemble des administrations. Combien de fois vous racontez un fonctionnaire, un policier, un commissaire qui vous raconte qu'il est assommé par la paperasse, par les règles, par la bureaucratie? Et ce que vous vivez au niveau de la justice, c'est à peu près similaire. Donc je pense qu'il faut simplifier la question de la justice pour en faire le minimum possible, pour faciliter le job des juges, mais en garantissant le minimum pour rester en état de droit, parce que c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait la spécificité du monde occidental par rapport aux autres civilisations. Alexandre Avril, c'est inquiétant ou pas? Oui, alors moi ça ne m'étonne guère, parce que ça devient de plus en plus compliqué de monter des procédures et de faire en sorte que tout marche jusqu'au bout. Et on le voit avec ces libérations qui arrivent de temps à autre sur des vices de procédure. Vous disiez que les terroristes savent l'exploiter, les avocats surtout savent l'exploiter. Vous savez qu'on a quand même un avocat qui a fait carrière là-dessus et qui est très fameux.
Éric Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, qui était spécialiste des vices de procédure. Et tout ça est assez inquiétant. Moi, je le vois dans nos communes, puisque souvent, quand il y a des affaires de cambriolage, ou des affaires terroristes même, ou des affaires d'homicide, et que la gendarmerie nationale a besoin de consulter les images de vidéoprotection de nos communes, il faut faire des réquisitions. Et dès lors que la réquisition est mal faite ou n'est pas faite de la bonne manière, les images ne peuvent pas être exploitées alors qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc bien souvent, ça pose tout un tas de difficultés. Les procédures sont trop lourdes. Il y a beaucoup trop de paperasse et trop d'administratifs, ce qui donne vraiment un sentiment d'impuissance et crée un problème de confiance, comme vous le disiez, dans nos institutions, dans la police, dans la justice. Et ça, c'est quelque chose dont il faut absolument se saisir. Et j'espère que ce sera un des enjeux éventuels de la campagne présidentielle. Oui, la justice fonctionne très mal et moi ce qui m'inquiète c'est finalement le fossé de plus en plus croissant entre la justice et les citoyens. C'est vrai que les citoyens ont une justice qui est de plus en plus lente. Souvenez-vous de l'affaire Karachi. Entre les faits et le premier jugement, il y a eu 26 ans, mais c'est incroyable. Et puis même les Français ont finalement l'impression qu'il y a une justice un petit peu idéologique parce que les Français vont pas comprendre le vice de procédure. En fait, ils vont comprendre en effet qu'il y a peut-être un magistrat qui a mal fait son travail, qui a voulu relâcher volontairement ou involontairement cette personne. Il y a vice de procédure et vice de procédure. Vous voyez ce que je veux dire? Le vice de procédure pour le pickpocket, ça n'a pas les mêmes conséquences que ce vice de procédure-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en plein terrorisme. C'est un apprenti terroriste. Donc forcément, après, je pense que la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui en France, c'est aussi parce qu'on a l'impression que notre justice fonctionne mal, que nos services publics fonctionnent mal, et ça pose le problème du consentement à l'impôt. Parce que c'est vrai qu'en France, on paye beaucoup d'impôts, et quand on voit que les services publics comme l'éducation nationale, comme la justice, ou encore quand la police fonctionne pas très bien, mais forcément les citoyens se distancent vis-à-vis de la République et ça crée en effet une forme de défiance et c'est dramatique pour la cohésion sociale et nationale. Allez, parlons également ce soir, s'il vous plaît, avec vous du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez bien sûr. Il semble aussi s'appliquer aux dépenses de communication du gouvernement. Un gouvernement toujours accro à la commande de sondages, n'en déplaise finalement aux contribuables français. Florian Tardif vous raconte ce soir. Le quoi qu'il en coûte semble s'être également appliqué aux dépenses du gouvernement pour sa communication. Ainsi, selon un rapport de la députée LR Marie-Christine Dalloz, le gouvernement a dépensé entre janvier et septembre dernier 2,1 millions d'euros en études d'opinion. Donc 400 000 euros a servi à financer des sondages en lien direct avec la crise sanitaire. J'ai contacté bien évidemment les équipes de Matignon et l'entourage du Premier ministre m'a expliqué qu'ils assumaient pleinement ces dépenses exceptionnelles compte tenu, je cite, de la période qui était elle-même exceptionnelle avec la crise sanitaire. Ainsi, selon cette source proche de Jean Castex, ces enquêtes d'opinion ont permis de tester l'efficacité des mesures décidées par le gouvernement durant cette crise sanitaire. C'était un paramètre important que nous prenions en compte, m'a expliqué cette même source, lors de nos prises de décision et qui permettait au gouvernement de garantir, je cite toujours, l'efficacité future des mesures. Cet argument pratique, disons-le, de la succession des crises est également utilisé par le gouvernement pour justifier un quasi-doublement du budget du service communication qui devrait, selon le rapport de la députée Dalloz, avoisiner les 30 millions d'euros cette année. William, c'est pratique l'argument de la succession de crises inédites finalement, non? Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'actuellement, vous avez un jugement sur la question des sondages de l'Élysée à l'époque de la présidence Sarkozy. Et surtout, les politiques ne parlez pas des sondages, ça ne veut rien dire, et ça commande des sondages à tire-larigot. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, actuellement, la présidence Sarkozy est actuellement jugée par la justice sur la question des affaires de sondage. Quand on compare l'affaire des montants qui est jugée par Emmanuel Macron et ceux de Sarkozy, on remarque que Sarkozy est beaucoup moins dépassé qu'Emmanuel Macron. Sûr. Mais Emmanuel Macron, c'est pas uniquement cette année qu'il dépense beaucoup. Quand il était ministre de l'économie, il avait épuisé tout le budget de représentation de son ministère en moins de 6 mois, alors que c'était un budget prévu pour 12 mois. Il y avait la question de l'utilisation de l'affaire des métropoles de Lyon qui était mise à disposition par Gérard Collomb pour le candidat Emmanuel Macron. Il y avait l'affaire aussi pour Richard Ferrand. Et en fait, j'ai l'impression que pour ce gouvernement, toutes les affaires passent. Ils sont jugés sur aucune des affaires qui sont en cours. Bon, après, j'espère que la justice se sera montrée aussi avec une certaine sévérité, aussi bien pour Sarkozy que pour Emmanuel Macron. Ensuite, après, sur la question de l'argent. En fait, Emmanuel Macron, globalement, il fait campagne sur l'État. On le voit, c'est pas uniquement sur la question de communication et de sondage. À chaque problème, il multiplie un chèque. On l'a vu sur la question du chèque inflation. On l'a vu sur n'importe quel problème. Il dépense de l'argent. Et en fait, où est le candidat Emmanuel Macron qui promettait la révolution, qui disait que l'État dépensait beaucoup trop, qu'il fallait revoir le périmètre de l'État et qu'il en avait marre de ces politiques qui utilisaient l'argent du contribuable à ses propres fins. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait relire Révolution. Il en tirerait des leçons qui seraient utiles dans sa gouvernance. Alexandre Avril, vous êtes homme politique. Les sondages, ça vous intéresse ou pas, vous?
Oui, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas surpris non plus par ce que l'on découvre là. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas prendre les choses par le petit bout de la logique. Emmanuel Macron est un homme de communication, on le sait bien. C'est même un homme de théâtre, fondamentalement. Il est élu sur ça. Hein. Donc, sur il sa est très bon là-dessus. C'est le président de la communication. Donc, qu'il ait un budget de communication qui soit important à l'Élysée, c'est guère étonnant. C'est un homme qui est intéressé de savoir l'état de l'opinion, d'autant plus qu'il en est assez éloigné, fondamentalement. Donc, c'est important aussi qu'il ait des sondages. Mais ce n'est pas ça le vrai scandale. C'est comme vous le dites, c'est le budget de l'État qui va lui servir à faire campagne, et pas uniquement ce petit budget de communication. On dépense maintenant à coups de milliards. Enfin, plutôt, on annonce des milliards et des milliards dans tous les sens. Je vous ai pris quelques chiffres. Le 10 septembre dernier, le président de la République annonce 600 millions d'euros d'indemnisation pour les agriculteurs victimes de catastrophes naturelles. Le même jour, le Premier ministre, 400 millions d'euros pour les transports en commun. 5 jours plus tard, 500 millions d'euros pour le Beauvau de la sécurité. 600 millions d'euros le même jour pour le chèque énergie. Sans parler de Bruno Le Maire qui nous annonce 2 milliards d'euros pour la transition énergétique. Le président Macron, 1,5 milliard pour Marseille. Et je vois dans ma région Centre-Val de Loire, nous avons eu un aéropage de ministres, dont le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est venu nous annoncer 710 millions d'euros pour la rénovation des hôpitaux publics en région Centre-Val de Loire. Super! À quelques mois de la présidentielle. Donc on peut annoncer des milliards d'euros en quelques jours de manière à créer de l'attente, créer de l'intérêt et finalement faire campagne par avance sur le budget général de l'État. Donc cette histoire des 30 millions d'euros de la communication, c'est vraiment le petit bout de la logique. Ouais. Et le vrai scandale, ça va être de regarder comment est construit le budget 2022. Et moi, je vais être très vigilant à une chose, et je pense que l'Association des maires de France va être vigilante à épingler le ministre des Finances là-dessus, c'est quel crédit va-t-on donner aux collectivités territoriales. Les crédits ne cessent de baisser pour les collectivités, alors qu'elles ont été en première ligne dans cette situation exceptionnelle de crise dont parlait le président de la République. Et c'est là-dessus que moi j'attends le gouvernement pour le juger. Kevin Bossuet, parce que qui paye? C'est vous, hein? C'est moi, c'est vous, c'est nous tous qui payons tout ça. Oui, mais c'est bien de se le rappeler parfois. Oui, c'est nous tous qui payons tout ça. Et puis là, quand je vois les chèques électoraux d'Emmanuel Macron, encore hier, il a annoncé un revenu pour les jeunes qui n'avaient aucun emploi, qui étaient complètement délaissés. 500 € par mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça coûte excessivement cher. Et moi, ce qui me tue, si vous voulez, là-dedans, c'est on a l'impression que les hommes politiques ne sont plus des chefs d'État. La culture de la Ve République, c'est la culture du chef. En fait, c'est un président de la République qui est une vision, qui est là pour convaincre les Français de là où il faut aller. Là, c'est le contraire. On a des hommes politiques qui sont en train de scruter les enquêtes d'opinion pour savoir ce qu'ils doivent dire au peuple et pour savoir ce qu'ils doivent faire. L'exemple quand même important, c'est les Républicains. Les Républicains qui n'ont absolument rien fait, pas travaillé pendant 4 ans et qui décident finalement de mettre en place une enquête pour savoir ce que pensent leurs électeurs et pour savoir ce qu'ils doivent dire et quels candidats ils doivent désigner. Mais c'est une déchéance totale. C'est une déchéance totale de la politique et c'est un accroissement du fossé démocratique qui existe entre le peuple et les hommes politiques. Alexis Bachelet. Le titre est pas mal trouvé là. En 2021, le gouvernement toujours accro à la commande de sondages. C'est pas très... Ouais. Si, Thomas. Je préfère le nôtre. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous expliquer même pourquoi vous aussi vous êtes accro aux sondages. Parce qu'en fait, les sondages, sauf que moi, je les commande pas et je les fais pas payer par le contribuable français. Les sondages pour les hommes politiques, c'est comme la drogue. C'est-à-dire plus ils en commandent, plus ils ont besoin d'en commander. Ouais. Et donc, que la drogue, c'est mauvais pour la santé. Ils se prennent des shoots. Des shoots de sondage et ils en ont besoin parce que ça les rassure, ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin de savoir si les décisions qu'ils vont prendre vont être soutenues par les Français. Donc dès qu'ils oui, mais Alexis Bachelet, arrêtez l'hypocrisie. Quand on commente nous les sondages, vous les politiques qui êtes assis ici, vous me dites, mais arrêtez que vos sondages, nous faire commenter les sondages du matin au soir, ça ne veut rien dire, nous sommes à 6 mois de la présidentielle, vous perdez du temps. L'honnêteté, c'est de dire que ça n'a pas commencé avec Macron. Oui. On vient de parler tout à l'heure de l'affaire Sarkozy. L'affaire Sarkozy, c'est pareil, c'était des sondages au kilomètre. Et en plus, pourquoi est-ce que Sarkozy est devant les tribunaux? C'est parce qu'il l'a passé en dehors des appels d'offres. J'espère qu'au moins le gouvernement respecte les seuils des marchés publics et qu'il y a des mises en concurrence. Parce que sinon, ils peuvent aller aussi au tribunal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une démocratie et un système politico-médiatique qui se shootent au sondage. Voilà. Ils ont besoin de sondages pour faire des unes dans les journaux, pour commenter sur les plateaux, pour commenter dans les ministères. Tout le monde y va. Je vais vous dire qu'il y a quelqu'un... Moi, j'ai pas d'action chez les sondeurs. Ah, pas encore. Mais je peux vous dire que... Non, mais si j'avais de l'argent à placer, je laisserais peut-être des actions parce que, franchement, ils se font les... Je note.
Je note. Les en or. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se les font en or. Oui. Ils se les font en or parce que tout le monde en commande. Et je veux saluer, parce que je trouve que c'est une initiative qui était assez salutaire et rare, c'est qu'il y a quand même, il y a quelques semaines, un grand quotidien, le plus grand quotidien régional Ouest France, qui a dit, nous, les sondages d'intention de vote, c'est fini. On arrête, on n'en commande plus. Les autres, vous pouvez continuer à faire votre business là-dessus. Nous, on arrête, on va parler du fond, on va aller voir les gens, on va faire remonter les choses du terrain, on va faire des enquêtes. Mais les sondages, ça va 5 minutes. Il y en a trop, c'est le trop plein. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a deux types de sondages finalement. Est-ce qu'on parle de sondages de notoriété, d'intention de vote, de sondages qui sont un peu des reflets narcissiques pour les hommes politiques, ou est-ce qu'on parle de sondages thématiques pour essayer de comprendre l'état de l'opinion sur un certain nombre de sujets pour pouvoir anticiper dans le cadre d'une présidentielle? Et moi, je trouve ça assez normal, au fond, qu'on interroge les gens pour savoir de quelles sont leurs appétences sur les thématiques pour pouvoir préparer un programme électoral. La politique, c'est aussi y répondre à la demande et pas uniquement proposer une offre politique. Et cette distinction-là, bon, je pense qu'on la voit pas tout de suite. Mais je crains que la plupart des sondages qui soient commandés soient des sondages... En parlant de sondage, j'ai vu dans le Figaro d'aujourd'hui qu'il y a un sondage qui n'a pas été publié, mais François Hollande a 2%. C'est vrai pas. Ah oui, mais vous l'avez lu aussi ou pas? Il était à 3 en 2011. Hein. Oui, non mais là, il n'a pas été publié celui-là. Non, c'est pour ça que je voulais pas en parler ce soir, parce que j'avais pas un problème de méthodologie. Comme il n'est pas annoncé candidat, il ne peut pas publier. C'est ça. Mais c'est ça, 2%. 2%, oui. Donc il a aimé le sondage, du coup. Non, mais le problème des sondages, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi penser et qui ne savent pas ce que pense le pays. Et c'est pour ça qu'on commande autant de sondages. Ouais. Ça permet en fait de tester quand vous n'avez aucune idée. Et c'est pour ça que vous multipliez les sondages sur différentes thématiques en disant est-ce que vous trouvez que la politique du gouvernement est bien ou pas? Parce qu'ils ne savent même pas si leur politique est bien ou pas. Donc, je pense que c'est plus ça qui est problématique qu'autre chose. Voilà pour la communication donc, de l'Élysée et du gouvernement plutôt. Le procès maintenant des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam était auditionné aujourd'hui par la Cour d'assises spéciale de Paris dans le cadre d'un interrogatoire de personnalité. Les 13 autres accusés présents au procès seront d'ailleurs également entendus, eux, d'ici vendredi. Sur place pour CNews, nos envoyés spéciaux Alexandra Buisson. Salah Abdeslam a adopté un comportement à l'opposé de ses provocations intempestives depuis le début du procès. Face à la cour posée, il répond calmement, voire même avec une lueur amusée dans le regard quand on lui demande pourquoi il n'a jamais fait de demande de remise en liberté. C'est difficile d'imaginer que vous allez me lâcher, rétorque l'accusé. De son parcours, il évoque une famille soutenante qui lui inculque, dit-il, le goût du travail. Il parle de son frère préféré, Brahim, le kamikaze du comptoir Voltaire. Confort matériel, bonne scolarité, c'est son père qui lui trouve son premier emploi. Salah Abdeslam réfute aujourd'hui l'image de petit délinquant. Sa condamnation au Maroc pour agression, c'était une accusation à tort selon lui. La tentative de cambriolage en 2010 avec Abdelhamid Abaoud, c'était une erreur, dit-il, une soirée alcoolisée qui a mal tourné. Interrogé sur son goût pour la fête, les boîtes de nuit, le jeu au casino, il répond oui, jusqu'en 2013 j'étais comme ça, j'ai été à l'école publique en Belgique, j'étais imprégné par les valeurs occidentales. Et quand un avocat lui demande ce que ça évoque pour lui, les valeurs occidentales, il répond être libertin sans se soucier de Dieu. Après cette audience consacrée à la personnalité, il sera interrogé comme les autres accusés sur son rapport à la religion et sur les faits reprochés un peu plus tard dans ce procès. Que faut-il en attendre, Alexandra Avril, d'après vous, de ce procès et surtout des prises de parole de Salah Abdeslam? Alors c'est le procès du siècle. Notre siècle est tout jeune, il est très court, mais c'est le procès du 21e siècle pour l'instant. Donc je pense que beaucoup de Français sont très attentifs à la manière dont ce procès va être tenu. Pour l'instant, on est sur une phase psychologique qui est assez intéressante pour comprendre le parcours et les motivations du terroriste. C'est un procès, je pense, dont les gens vont attendre beaucoup de fermeté, au final, pour reprendre confiance dans un État qui est véritablement fort avec les forts, et non pas faible avec les forts et fort avec les faibles, comme il a souvent l'impression de l'être. Ouais. Ça veut dire qu'on n'attend pas, Kevin Bossuet, d'après vous, des explications finalement de Salah Abdeslam, mais on attend surtout le verdict? On attend le verdict, mais on a envie de comprendre aussi comment des gens, finalement, ont pu se radicaliser et commettre des crimes aussi atroces. Moi, si vous voulez, l'islamisme, ça me fait penser un peu au nazisme. C'est une idéologie, évidemment, criminelle. Et vous avez un historien qui s'appelle Christopher Browning qui a essayé, en effet, de comprendre comment les nazis étaient devenus nazis. Et en fait, il a écrit un livre, ça s'appelle « Les hommes ordinaires ». Et il s'est rendu compte qu'en fait, les nazis, c'était des hommes comme vous et moi. Et les islamistes, c'est également la
la même chose. Quand vous regardez leur parcours, ils ont eu souvent une famille aimante, ils ont été sur les bancs de l'école, ils ont fait des études, ils ont eu des emplois, et finalement, ils ont foncé dans l'islamisme. Ils n'ont aucun regret, en fait. C'est ça qui est incroyable. On a l'impression, finalement, qu'une idéologie totalitaire a transformé leur cœur en pierre. Ils n'éprouvent aucune compassion, ils n'éprouvent aucun regret, et je pense que ça doit nous interroger sur la dangerosité de cette idéologie qu'est l'islamisme. William T. Je pense que par rapport à la question que vous avez posée, est-ce qu'on attend quelque chose de ce procès? Je pense que pour les victimes, il faut différencier les victimes et les Français. Je pense que les victimes vont essayer de comprendre. Je pense que les Français, depuis le nombre d'années, sont déjà passés à autre chose. Ils attendent juste que Salah Abdeslam soit enfermé. Est-ce que Salah Abdeslam est là pour s'expliquer? Certainement pas. Moi, je pense que les Français en général n'attendent rien. Ils attendent juste une seule chose, que la sanction soit la plus ferme possible. C'est tout, et qu'il ne revienne pas, qu'il soit pas remis en liberté. Ensuite, après, sur la question de comment il a fait, comme pour poursuivre la réflexion de Kevin Bossuet, en fait, on est face à un totalitarisme islamique qui est avec des personnes, en fait, comme vous l'avez souligné, qui sont là, qui n'ont pas le même système de valeurs que nous. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ne partagent pas une forme de regret ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ça a été décrit dans le documentaire. Ils ne partagent pas les valeurs occidentales. Et donc, du coup, ils ne partagent pas notre mode de compassion, notre rapport du bien ou du mal. Ils ont leur propre système de valeurs. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas compatibles avec notre culture. Et s'ils ne sont pas compatibles avec notre culture, on ne devrait pas les accueillir chez nous. Alexis Bachelet. Alors, d'abord, je ne suis pas certain que les Français soient désintéressés de ce procès. Pour une raison qui est simple, c'est que quand vous interrogez les Français sur les événements qui les ont marqués sur la dernière décennie, ce qui arrive quasiment en tête systématiquement, ce sont les attentats du 13 novembre. C'est un événement, alors comme vous l'avez dit, procès du siècle, parce que c'est l'événement du siècle, enfin du début du siècle pour la France, qui avait déjà connu des attaques terroristes dans les années 80, 90, mais d'une ampleur, de cette ampleur-là, jamais. Voilà, donc c'est un événement qui a marqué les Français, et je pense que beaucoup de Français s'intéressent. En tout cas, moi, comme beaucoup de Français, je lis tous les jours les comptes rendus des audiences. On en veut vraiment, vous voyez ce que je veux dire, Alexis Bachelet? Est-ce qu'on s'attend à des réelles explications de Salah Abdeslam sur ses motivations? Et on le voit, ça reste plutôt un homme fermé et qui potentiellement ne dira pas grand-chose. Ou est-ce qu'on attend simplement le verdict de ce procès qui va durer encore plusieurs semaines? Mais quand vous écoutez les parties civiles et les victimes, notamment les victimes qui se sont exprimées avant les terroristes, la plupart des victimes de ces attentats expriment le souhait d'avoir des explications, de comprendre. Et de comprendre. Mais il y a le souhait de vouloir comprendre. Est-ce que va leur donner Salah Abdeslam? Mais écoutez, la raison même d'un procès, c'est d'essayer de faire éclater la vérité. Une vérité. Voilà, une vérité. Il n'y a pas la vérité, ce sera forcément une vérité partielle. On ne saura jamais sonder le fond des âmes, on ne saura jamais, même si un de ces terroristes faisait un acte de repentance, on ne saura jamais si c'est sincère. Bon. Donc, mais on fait à un moment donné un acte qui permet de faire éclater une vérité, et en tout cas qui permet aussi, en particulier aux victimes, de s'approprier, de se réapproprier ce qu'ils ont subi, c'est-à-dire un attentat d'une violence inouïe, pour essayer de se reconstruire et de surmonter. Et je pense, honnêtement, que beaucoup de Français ont aussi vécu, sans le vivre dans leur chair, évidemment, sans comparer la douleur de ce qu'ont vécu les victimes, mais que beaucoup de Français, et je pense qu'on était tous, moi j'étais là en France, en région parisienne, à quelques kilomètres de ces attentats, et on se rappelle tous de ce qu'on faisait ce soir-là. Donc on a tous été embarqués dans ce traumatisme national qui a été un drame national. Et ce qui est atroce, c'est qu'en fait, ils continuent à vouloir nous atteindre. Regardez, ils se plaignent d'être dans des petites cellules, d'être surveillés tout au long de la journée, et alors que ça nous coûte une fortune pour le contribuable. En effet, c'est excessivement cher de garder en détention ces personnes-là. Ils ne regrettent rien, en fait. Je me mets à la place de la famille d'une victime qui entend, en effet, un assassin qui entend un terroriste se plaindre de ses conditions de détention. C'est juste pas possible, mais est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, c'est innommable, et ils continueront jusqu'au bout, ils ne regretteront jamais, parce que ces hommes-là sont totalement endoctrinés et sont prêts à mourir, en effet, pour nous tuer, pour nous atteindre, pour détruire notre civilisation, pour détruire notre manière de vivre et pour détruire la République. Allez, parlons également, messieurs, ce soir de cette campagne de communication qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui. Dans une série d'affiches, le Conseil de l'Europe a pris la défense du
port du hijab, le présentant comme un droit humain et une liberté indispensable. Des affiches qui ont créé la polémique. Bonsoir Mathieu Rio. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement concrètement qu'est-ce que cette campagne européenne en faveur du voile islamique a voulu faire savoir aujourd'hui? Bonsoir Thomas. Concrètement, cette campagne de communication visait à lutter contre les discours de haine anti-musulmans dans le cadre d'un programme cofinancé par l'Union européenne. Je vous propose de regarder plusieurs de ces visuels. Ils ont été publiés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On y retrouve le portrait de femmes voilées, souriantes. Mon voile, mon choix, peut-on lire sur celle-ci en anglais. Sur une autre, la beauté est dans la diversité. Comment le monde serait ennuyeux si tout le monde se ressemblait, avec ce slogan, la liberté est dans le hijab. Ou encore sur cette affiche, mon voile signifie pour moi la liberté. Alors Mathieu, c'est justement ces déclarations qui assimilent port du voile et liberté qui ont indigné une partie de la classe politique, hein, c'est ça? En effet, de nombreux élus, de droite comme de gauche, se sont indignés. Je vous propose de lire ce tweet du député européen Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Il écrit « Comment le Conseil de l'Europe peut-il publier que la liberté est dans le hijab quand tant de femmes dans le monde et même en Europe sont menacées ou persécutées dès qu'elles tentent de se découvrir ?» Ce soir, le gouvernement est également monté au créneau et il a poussé le Conseil de l'Europe à retirer ses affiches. C'est la secrétaire d'État Sarah El Haïry qui l'a annoncé, notamment dans un tweet. Encourager le port du voile dans une démarche identitaire, cette position est diamétralement opposée à celle de liberté de conviction que la France défend. Nous avons fait part de notre désapprobation. Cette campagne est donc retirée. Merci Mathieu Rio. Campagne retirée, mais c'est vrai, comment on en arrive là, Alexandre Avril? C'est à peine croyable. Ah oui, franchement, on se demande ce que le Conseil de l'Europe a à faire là-dedans, sinon pas mieux à faire que de dépenser notre argent pour des campagnes qui sont assez choquantes. Ils ne défendent pas le hijab, ils en font vraiment la promotion et c'est ça qui est très inquiétant. Moi, j'observe deux choses. D'abord, que ça montre que le Conseil de l'Europe est vraiment infusé, pénétré de l'idéologie diversitaire nord-américaine qui a maintenant conquis l'intégralité des élites européennes qui sont capables de produire ce genre de choses. Beauty is diversity, mais aussi les antilogies permanentes. La liberté dans le hijab. Moi, ça me rappelle George Orwell, 48. La liberté, c'est l'esclavage. Ou Jean Castex, il y a 6 mois, la liberté, c'est le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des phrases qui sont complètement l'inverse de ce qu'elles disent. Des antilogies permanentes. Donc, le monde est complètement à l'envers, le monde est fou. Et si ça, ce n'est pas une provocation aux tensions ethniques, aux tensions religieuses, je me demande ce que c'est. Et on a beau jeu ensuite de faire le procès d'Éric Zemmour et des autres, alors que c'est là le Conseil de l'Europe qui lui-même met les pieds dans le plat. Mon voile, mon choix, la beauté dans la diversité, la liberté et dans le hijab. William T. Oh mais clairement, je suis parfaitement d'accord avec Alexandre Avril. Le Conseil de l'Europe est en fait infiltré idéologiquement, ou se sont convertis idéologiquement, ou se sont soumis, comme l'avait écrit Michel Houellebecq. Parce que c'est pas uniquement le Conseil de l'Europe qui fait cette promotion du hijab, c'est toutes les décisions de la Convention européenne des droits de l'homme qui va dans ce sens. Et en fait, c'est toute la structure même du Conseil de l'Europe qui est pénétrée par cette idéologie. La liberté dans le hijab, il faudrait qu'ils aillent faire un tour en Afghanistan, négocier avec ceux qui tiennent le territoire actuellement. Il faut qu'ils aillent en Iran, ces gens-là, pour savoir si... Mon voile signifie pour moi la liberté. Non mais... Mon voile signifie pour moi la liberté, c'est complètement antinomique, je suis complètement d'accord avec vous. À partir du moment où le hijab vous est imposé par une structure religieuse, vous n'avez pas le choix de le porter, parce que c'est un choix qui relève de la vie ou de la mort. C'est comme si des gens au milieu, pendant l'Inquisition catholique, disaient « j'ai la liberté de croire en Dieu ». Ce n'est pas du tout le cas, c'est complètement antinomique. En plus, en termes de valeurs et de structure de pensée, la culture islamique est difficilement compatible avec la nôtre. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font la promotion de cette culture-là, à partir du moment où toutes les valeurs sont opposées. Nous sommes pour la démocratie libérale, pour le libre arbitre et pour le citoyen éveillé. On sait depuis Philippe Dyré-Barne qu'en fait, il y a un problème dans la structure, dans la religion musulmane, à partir du moment où ils n'acceptent pas le débat et qu'ils ont une vérité qui vient d'en haut, qui est religieuse par les autorités religieuses ou par le chef de l'État. Donc je ne sais pas pourquoi ils font ce type de structure, surtout que c'est contraire à toute la déclaration de principe du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme, ou même de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je pense que la France doit se retirer du Conseil de l'Europe, non pas uniquement à cause de cette campagne, mais aussi par les décisions de la Convention européenne des droits de l'homme qui limitent notre souveraineté et qui entravent notre civilisation. William T, j'allais dire. Kevin Bossuet.
Oui, la vérité, c'est que le voile islamique n'est pas une obligation religieuse, c'est un instrument au service de l'islam politique. Le but du voile, c'est de séparer le monde des femmes des hommes, séparer... Ça veut dire que vous ne croyez pas cette femme qui, devant Jean-Marc Morandini, avec Éric Zemmour, retire son voile en disant qu'elle est parfaitement libre? Alors après, il y a des femmes qui portent le voile de manière culturelle, parce que c'est une tradition dans les familles, donc moi, évidemment, il faut respecter cela. Mais derrière tout cela, c'est bien une volonté politique, une volonté d'imposer dans l'espace public les outils, les instruments, les symboles de l'islam politique. D'ailleurs, c'est porté par des organisations telles que les frères musulmans. Et puis moi, je pense à toutes ces femmes qui se battent dans le monde, notamment pour pouvoir retirer leur voile. Je pense à cette avocate iranienne qui était condamnée à 38 ans de prison et à 148 coups de fouet pour avoir soutenu, pour avoir défendu des femmes qui avaient osé retirer leur voile, et que l'Europe, finalement, se mette à faire la promotion du voile avec l'argent de nos impôts. C'est juste pas possible. On sent bien qu'il y a derrière cette institution une volonté d'entrisme, parce que le but des islamismes, en effet, c'est d'entrer un petit peu partout, faire de l'entrisme dans les clubs de foot, faire de l'entrisme dans les ministères, faire de l'entrisme dans les services publics pour imposer, en effet, leurs valeurs et leurs normes. Donc c'est rendre finalement visibles tous ces symboles pour qu'on s'y habitue et pour qu'on ne trouve plus cela choquant. Alexis Bachelet. Il faut aborder le sujet quand même avec un tout petit peu de distance, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quand même, on va pas sortir du Conseil de l'Europe parce que on trouve que une campagne du Conseil de l'Europe est mal conçue. Je parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Encore mieux, la Convention européenne des droits de l'homme. Non, mais il faut quand même raison garder. On peut trouver cette campagne décalée, déplacée. D'abord, ça veut dire aussi que nos partenaires européens, parce que je suppose que c'est pas un Européen tout seul, je pense qu'il y a des gens qui ont réfléchi à cette campagne. Donc je suppose que du point de vue des gens qui l'ont conçue, c'est vécu comme une campagne pour faire reculer l'intolérance et pas comme une promotion du hijab. Après, moi, je vais vous dire, je pense que sur cette question du voile, la France est un peu en décalage avec la plupart des pays du monde. Les États-Unis, enfin voilà. Puisqu'on en fait systématiquement un marqueur politique, et donc il faudrait absolument faire reculer le port du voile. Moi, je pense que ce qu'il faut faire reculer, c'est l'obligation de porter un voile ou le fait de ne pas respecter l'égalité homme-femme, et y compris d'ailleurs, moi je pense que l'Union européenne devrait faire des campagnes pour défendre le droit des femmes en Afghanistan ou en Iran, où les femmes là-bas sont obligées de porter le voile. Mais en France, heureusement, et d'ailleurs dans la plupart des pays d'Europe, les femmes sont libres de porter un voile ou pas. Et c'est aussi ça. Ils ne sont pas vraiment libres de le porter, ça dépend des quartiers. Vous avez plein de documentaires avec des femmes qui expliquent, notamment qui prennent le RERB, qu'au départ ils ne mettent pas de voile. Et arrivé à une certaine station du RERB, quand on arrive notamment en Seine-Saint-Denis, ils sont obligés de le remettre. Donc non, c'est une obligation masquée. Le problème, c'est qu'en refusant de voir que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et en mettant toutes les femmes dans une forme de soumission absolue et en ne leur reconnaissant pas une égale citoyenneté, on ne peut pas distinguer celle qui est forcée de celle qui est libre. Non, mais Alexis, et vous dites elles sont toutes forcées, c'est pas vrai. Vous le savez très bien. Non mais Alexis, vous pouvez pas faire d'un côté la promotion de l'égalité homme-femme et de l'autre côté faire la promotion du voile. Justement, le voile, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence d'égalité. C'est l'absence d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vouloir mettre une frontière symbolique entre les hommes et les femmes. Donc votre argument ne tient absolument pas. Et si vous allez dans les banlieues, Alexis, si c'était mon choix individuel, je préférais que personne ne porte le voile. Mais en même temps, on y est enfin, Alexis Bachelet. Ça a mis du temps à arriver. Je vis dans une démocratie, dans un état de droit, donc c'est pas à moi d'imposer à quelqu'un qui le souhaite de ne pas porter un voile, excusez-moi. Oui, mais vous savez très bien... Ça veut pas dire que j'en fais la promotion, ça veut dire que je lui reconnais un droit de décider. Vous savez très bien que dans certaines banlieues, il y a une pression sociale, il y a une pression communautaire qui force les femmes Alexandre Avril, et après on passe aux Républicains. C'est encore un autre sujet. Ce qui est surtout regrettable, c'est que l'Europe, c'est une civilisation, c'est un continent, ce sont des cultures, ce sont des costumes, ce sont des langues diverses et magnifiques. Et c'est dommage que le Conseil de l'Europe n'utilise pas l'argent de sa communication
pour faire la promotion de la diversité européenne et de la magnificence de notre civilisation. Et on en reparlera bien sûr. Aujourd'hui, c'était la dernière journée du dépôt de 250 parrainages pour les candidats à la primaire, les Républicains, en vue de la présidentielle. 5 d'entre eux sur les 6 déclarés devraient pouvoir passer cette étape. Seul Denis Père, unique candidat à ne pas être issu du monde politique, devrait rester à quai. L'annonce des qualifiés à la primaire sera faite officiellement jeudi. Michel Barnier ce soir chez nos confrères de France 2. Ce qui est important, c'est que des élus très nombreux, de 80 départements, de métropole et d'outre-mer, beaucoup de militants me soutiennent. Ce que je sens dans les réunions que je fais, et je vais à la rencontre, parce que c'est eux qui vont choisir. Ce sont les militants qui vont choisir un mouvement de soutien et de confiance. Parce que je suis dans cette famille depuis toujours. J'y ai adhéré quand j'avais 15 ans, au mouvement gaulliste, je ne l'ai jamais quitté. Moi, je suis gaulliste depuis que j'ai 15 ans. Je disais à l'instant, le signe que je reçois des militants, c'est cette confiance à l'égard de qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans cette famille depuis le début, qui ne l'a jamais quitté, qui est capable pour cette fonction, je peux y revenir, et qui est capable de rassembler. Voilà ce que ressentent les militants. La droite va-t-elle perdre la présidentielle ? Il est trop tôt pour se prononcer, on ne sait pas. On n'est pas le candidat encore. On a dit tout à l'heure que ça ne servait à rien de faire des sondages à 6 mois de l'élection. On ne va pas dire le club des oracles. Perdu ou pas. Par contre, quand on voit la bagarre interne entre Brice Hortefeux, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, je vous demande s'il y a un risque réel que la droite républicaine incarnée par les Républicains puisse perdre la présidentielle. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a des défauts qui sont structurels et des défauts qui sont conjoncturels. Les défauts structurels, c'est que depuis 2012, donc depuis qu'ils sont dans l'opposition, la droite républicaine n'a pas été en mesure une seule fois d'élaborer un programme de rupture par rapport à l'excès de socialisme, par rapport au quinquennat de François Hollande, notamment hormis François Fillon. La difficulté qu'ils ont eue en 2017, c'est que 4,5 millions de personnes sont exprimées en faveur de la ligne de François Fillon et qu'au bout de 2 semaines après la défaite de François Fillon, ils ont rejeté un programme qui avait fait 20% aux élections avec un candidat qui avait été mis sous accusation judiciaire, notamment sur les affaires Pénélope Fillon et l'affaire des costumes. Donc ça veut dire que même avec ces 20%, c'était le bloc idéologique le plus bas. Ils n'ont pas voté pour la personnalité de François Fillon. Alexandre Avril. Et en fait, ils ont rejeté. Et la difficulté maintenant qu'ils ont, c'est que c'est un parti bonapartiste sans chef, sans ligne politique et sans corps uni. Parce que le parti pense pas à des lignes différentes entre Éric Ciotti, qui est plutôt proche d'Éric Zemmour, et certains qui sont contre Éric Zemmour. Ils ne sont pas unis sur la stratégie. Justement, d'où ma question pour vous, Alexandre Avril. Est-ce que les LR peuvent perdre la présidentielle ? Alors, est-ce que les LR peuvent déjà gagner leur congrès ? C'est le premier objectif, c'est le premier enjeu. Je pense que oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer une chose, c'est qu'on a beaucoup parlé des Républicains ces dernières semaines pour des histoires de procédures, de protocoles de vote. Est-ce qu'on fait une primaire ouverte, fermée, un congrès ? Ce qui était fort peu intéressant, nous en sommes d'accord. On va entrer là dans un mois de novembre, il va y avoir 4 débats entre nos 5 candidats, où on va aller sur les sujets de fond. Ça va être long, hein ? Et oui, ça va faire un mois de discussion. 4 débats, quoi. Un mois de préparation d'un programme et d'un projet derrière un homme ou une femme qui sortira le 5 décembre. Donc je pense que les Républicains vont un peu reprendre du poil de la bête. Vous soutenez qui déjà ? Alors moi j'ai donné mon parrainage à celui qui est le mieux soutenu par les élus locaux, à savoir Michel Barnier. C'est vrai, il l'a dit tout à l'heure, est très soutenu puisqu'il a des parrainages, il a plus de 700 parrainages qui sont de partout sur le territoire, DLR et au-delà. C'est un homme qui a une certaine stature, je pense qu'il redonne un peu de hauteur à la politique et c'est ce dont on a besoin dans les prochains mois. Oui, ce qui caractérise les Républicains, c'est finalement le discrédit. Et c'est ce qu'Éric Zemmour, en effet, a mis en avant. Si Éric Zemmour existe aujourd'hui dans le champ politique, c'est parce que, finalement, les Républicains ont trahi ou n'ont pas respecté leurs promesses. Et moi, en tant qu'électeur de droite, je suis désolé, ça me donne pas envie. Enfin, regardez un petit peu les candidats qu'il y a. Vous avez Michel Barnier, Kevin Bossuet, vous avez quand même le choix. Ah, mais j'ai le choix. Pardonnez-moi, ça donne pas envie. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier. Vous avez Michel Barnier. Éric Ciotti. Non, mais vous avez Michel Barnier qui aujourd'hui défend tout ce qu'il a combattu par le passé. Vous avez Xavier Bertrand qui a c'est le principe de la politique. Mais oui, mais les gens réveillez-vous. Mais si. Vous avez le retournement de veste, pardonnez-moi, c'est de la politique. Oui, mais ça ne prend plus les électeurs. Le virage à 360. Les électeurs ont besoin de parler vrai. Ils ont besoin de politiquement incorrect. Ils n'en peuvent plus d'avoir ces personnes qui ont un certain âge se recycler pour nous resservir un discours dans lequel ils ne croient plus. Ça ne fonctionne plus. Et c'est ce qui fait le succès d'Éric Zemmour. Donc que les Républicains voient un petit peu ce qui se passe. Eh bien, votez Éric Ciotti alors. Puisque c'est le plus, c'est le plus à côté de Éric Zemmour, tout en restant j'aime beaucoup Éric Ciotti, mais dans la droite républicaine. Vous voyez bien qu'il est minoritaire au sein de son parti, qui ne l'emportera pas. La vérité, c'est que les Républicains, c'est devenu un parti de vieux qui parle aux vieux. Aller dans les permanences, ce sont devenus des cimetières. Et tous les partis, Kevin Bossuet,
Oui, vous non, n'allez pas me dire que le PS parle aux jeunes oui, mais vous allez chez les macronistes ou vous allez voir du côté de chez Zemmour, c'est quand même beaucoup plus jeune. Ah bah, c'est pas pareil. Plus bête. Oui, mais effectivement, c'est pas la même salle. Xavier Bertrand fait 0% chez les 18-24 ans, il faut peut-être s'interroger. Hein. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'il revoie un peu ses stories Instagram parce qu'en effet, c'est complètement ridicule. Je me suis jamais autant marré en voyant les stories de Xavier Bertrand. Donc j'invite les téléspectateurs. Qui cru qu'on parle un jour d'un candidat à la présidentielle suivant son fil Instagram. Sur Instagram de Xavier Bertrand, c'est la crise de rire pendant des mois. Et on juge maintenant un candidat à la présidentielle sur les stories Instagram. C'est ridicule, il y a pas de le monde ton puron. C'est nul. Ça peut faire la différence. Il faut qu'ils mettent des photos. Non, William T veut remettre les points sur les i. Non, mais la difficulté qu'a eu les Républicains, c'est qu'il y avait un certain espoir après les élections régionales. Avec 65% des Français qui pensaient que la droite avait une chance de gagner l'élection présidentielle. Mais une fois que vous arrivez en septembre, en même temps, William T, là, les planètes, elles sont alignées pour que la droite gagne la présidentielle. Pardonnez-moi, c'est pour ça que je vous demande la question. Est-ce qu'on peut passer à côté? Justement, je vais répondre dessus. De l'enjeu. La difficulté qu'ont les Républicains, c'est principalement les dirigeants des Républicains. Pendant 1 mois et demi, ils ont fait un débat sur la procédure. Est-ce qu'on faisait une primaire ouverte, une primaire fermée ou un congrès auquel on désignait un seul nom? Ensuite, après, pendant 3 semaines, ils ont fait un débat sur qui avait le plus de nombre d'années de cotisation au sein du parti. Il y en a un qui avait dit, Barnier, qui avait toujours été fidèle. Finalement, on a compris qu'il avait un peu lâché le parti certaines années. Ouais. Puis il y a Éric Ciotti qui a dit, ah mais moi j'ai une carte gold de platinum sur ma fidélité au sein du parti. Alors que la question de la présidentielle, elle est double. Qui est le meilleur pour incarner la France et pour relever les défis auxquels on fait face? Et deuxième point, qui est le meilleur projet pour redresser le pays? Vous voulez pas vous présenter? Et justement, pas encore. Justement, on va entrer dans une phase qui va être intéressante, une phase de fond, une phase thématique, sans les terminer de ces histoires de procédure. Je pense que la famille des Républicains va se mobiliser derrière son candidat. Ça imprègne. Mais non, mais vous verrez. Je vous le jure. Mais non. On va entrer dans une vraie campagne là maintenant. Et ce qui est intéressant avec l'éruption d'Éric Zemmour, c'est que le seuil d'accès au second tour va être relativement bas. Donc, si les questions qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen posent sont les bonnes, les Républicains, à la condition qu'ils y apportent les bonnes réponses, pourront, je pense, se hisser au second tour et ce seront les seuls à même de pouvoir incarner une alternance et enfin changer de président de la République. Alexis Bachelet. La question, ça aurait pu être, la droite a-t-elle déjà perdu la présidentielle? Ouais, mais je ne voulais pas être trop méchant. D'accord. Parce qu'après, on dit que je suis méchant, donc... Ça m'embête un petit peu. Non, mais parce que c'est vrai que moi, là, au moins, j'ouvre la porte. Ça me rappelle les primaires qu'on a faites en 2017, avec le Parti socialiste, où on a fait la primaire très très tard, après des mois de débat sur il fallait la faire, il fallait pas la faire, et puis une fois qu'on l'a fait, comment on l'a fait, est-ce que, et puis bon, à la fin, on l'a fait. C'est la catastrophe. Mais on l'a fait très tard. Et on est rentré en campagne très tard. Et bon, après, je pense que ça aurait été compliqué de toute façon pour le candidat qui sortait de cette primaire. Parce qu'il avait le fardeau un peu du quinquennat de François Hollande à apporter. Mais objectivement, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de temps perdu pour des palabres qui n'intéressent pas les Français, au détriment du fond. Et bon, peut-être qu'il y aura 4 débats qui vont un petit peu redonner envie des Français. Mais là, vous avez déjà perdu du monde. Je pense qu'il y a déjà des gens qui se disent, soit je vais voter Macron, moi j'en croise pas mal quand même, des gens de droite qui disent, bon écoutez, tout le monde critique Macron, mais il y a eu le Covid, il a tenu la boutique, etc. Ou des gens de droite qui sont contre Macron, mais à ce moment-là, ils vont vraiment contre. C'est-à-dire qu'ils regardent vers le Rassemblement national et vers Zemmour. Et donc moi je me demande si vous n'êtes pas justement dans la situation où vous allez être écartelé entre une droite qui regarde vers un pôle de radicalité, et une droite qui regarde vers Macron en se disant, bon, finalement, avec Édouard Philippe qui a fait son petit parti, qui est prêt à accueillir les brebis égarées des LR, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que je pose la question. Je me demande si le fait d'avoir autant attendu, de faire peser un suspense interminable sur la désignation du candidat, parce qu'on ne sait toujours pas à l'heure aujourd'hui, et on ne le saura pas avant un mois, qui sera le candidat des LR. Pendant ce temps-là, d'autres font campagne, et c'est du temps perdu que vous aurez du mal à rattraper. Le mot de la fin. Il y a juste un élément, c'est que la plupart des Français veulent le programme économique de Macron et veulent le programme de civilisation d'Éric Zemmour. Quel est le seul parti capable de faire les deux? C'est la LR, et c'est pour ça que je pense qu'ils ne sont pas encore finis. Bien dit. Oui, soutien Barnier, là. Allez, ce sera le mot de la fin. Dans quelques instants, le face-à-face. Guillaume Bigot.